trouve donc que cette Cour pénale internationale est un concept éminemment occidental et qui, en fait, sert à juger les peuples non occidentaux, ou en tout cas ceux qui ne relèvent pas de la sphère américaine. Alors, il y a encore deux autres choses très importantes à dire. C'est que parmi tous les pays du monde, il y a des pays qui non seulement n'ont pas ratifié, mais n'ont même pas signé, qui n'ont même pas voulu signer ce traité d'emblée. Ils ont considéré que ça n'était pas quelque chose qu'ils pouvaient accepter, que leurs dirigeants dépendent d'une cour pénale située à La Haye par des gens qui ne connaissaient pas forcément tous les tenants et les aboutissants. Alors parmi les pays spectaculaires qui n'ont pas signé, qui n'ont même pas signé ce traité, la République populaire de Chine. Donc les dirigeants chinois n'ont même pas fait ce qu'ont fait les Américains et les Russes, c'est-à-dire ils n'ont même pas signé. Donc ça veut dire que Xi Jinping, si par exemple on voulait lancer contre lui une procédure pour crime de guerre, crime contre l'humanité, par exemple, au Tibet ou dans le Xinjiang, ça ne marcherait pas puisque la Chine n'en fait pas partie. Mais c'est pareil aussi pour d'autres pays, comme par exemple l'Inde, qui n'a pas signé, la Turquie, qui n'a pas signé ni ratifié, Israël, qui n'a ni signé ni ratifié. Et évidemment, les dirigeants israéliens savent bien que s'ils signaient et ratifiaient, il y aurait évidemment des procédures qui seraient lancées contre eux, notamment pour ce qui se passe dans les territoires occupés. Voilà, donc c'est très important de comprendre, encore une fois, que le nombre de pays qui ont signé et ratifié, c'est qui en définitive ? Ce sont les pays de l'Union européenne. Par exemple, la France a signé et ratifié, mais il y a également la plupart des pays d'Amérique latine. Et puis, il y a très peu de pays en Asie, en fait, il faut le dire. L'Indonésie n'a pas signé non plus. L'Iran n'a pas signé, comme Israël, ou comme la Chine, ou comme l'Inde. En revanche, c'est en Afrique que les questions se posent. Il y a quelques pays qui n'ont ni signé ni ratifié, comme par exemple l'Éthiopie, la Somalie, qui sont en état de guerre chronique. Je crois que le Sénégal aussi n'a pas signé. Mais il y a des pays qui ont signé mais qui n'ont pas ratifié. Je crois que c'est le cas par exemple de l'Algérie. Et puis il y a des pays qui ont à la fois signé et ratifié. Ce sont notamment des pays de l'espace francophone, des pays de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale francophone, parmi lesquels, justement, des pays comme la Côte d'Ivoire. C'est parce que la Côte d'Ivoire avait signé et ratifié que, en définitive, Laurent Gbagbo a été poursuivi par la Cour pénale internationale, puisque son pays lui-même s'était mis dans cette situation. Alors, il y a un certain nombre de pays d'Afrique qui ont commencé, et pas seulement d'Afrique, qui ont commencé à se rendre compte qu'ils avaient été un peu les dindons de la farce, puisque ces grandes puissances, et très spécifiquement les États-Unis d'Amérique, qui donnent des leçons de morale à la planète entière et de lutte pour la défense des libertés, poursuivre les crimes de guerre, eux, évidemment, poussent les autres États du monde à signer et ratifier, et eux se gardent bien de signer et de ratifier. Il y a un pays qui s'est rendu compte de cette arnaque, ce sont les Philippines, avec le président Duarte, qui est un personnage haut en couleur et assez controversé, qui a compris que tout ceci, en définitive, c'était souvent des pays en voie de développement ou des pays qui s'étaient un petit peu laissés enflammer par la publicité faite dans les pays occidentaux et qui avaient signé l'un et l'autre. Donc les Philippines, après avoir signé et ratifié le statut de Rome, est l'un des tout premiers pays à l'avoir dénoncé. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, tout ça en conclusion, pour dire que il faut faire très attention toujours quand on parle des questions de droit, que la presse et les médias occidentaux, et notamment la presse française, est tout à fait insuffisante. Son message étant que Vladimir Poutine a fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, ce qui peut impressionner dans les chaumières. Le Figaro n'a quasiment jamais dit un mot de ce qui s'était passé à Kuala Lumpur. Et puis surtout, il ne signale pas que, en fait, la même chose pourrait être faite contre l'Ukraine, mais que ça n'aurait pas plus d'effet en Ukraine que contre la Russie, puisque ce sont des États qui n'ont pas ratifié ce document. Alors, le plus extraordinaire de cette affaire, c'est que on a vu que ce mandat d'arrêt international envoyé par la Cour pénale internationale, puis par une chambre d'instruction de la Cour pénale internationale, a été applaudi, approuvé, alors évidemment par le gouvernement ukrainien, bien entendu, puisqu'il s'agit de se faire de la pub contre la Russie, mais il a été également
approuvé par la Commission européenne. Je crois que Mme von der Leyen s'en est félicitée. Mais aussi, plus incroyable encore, par Mme Catherine Colonna, dont je rappelle, parce que les gens finissent par l'oublier, qu'elle est la ministre française des Affaires étrangères. Alors moi, les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent, parce que Mme Colonna, elle est quand même diplomate de carrière. Elle a fait l'ENA. Moi, je l'ai connue, elle était dans l'entourage de Chirac. C'est quand même une diplomate. Elle est quand même pas complètement débile. Elle est la première à savoir que la Russie ne fait pas partie de la Cour pénale internationale, puisqu'elle n'a pas ratifié. Et néanmoins, elle s'en félicite en disant que c'est un premier pas, etc. C'est-à-dire que, et ça c'est vraiment atroce de s'en rendre compte, c'est qu'au lieu que nous ayons des dirigeants qui disent la vérité aux Français, dirigeants politiques ou des dirigeants du monde médiatique, ce que je fais là, c'est le travail que devrait à la fois faire le ministre français des Affaires étrangères s'il respectait la population française ou le président de la République, c'est aussi le travail que devraient faire des journalistes sérieux. Ils devraient dire bon ben voilà, il y a eu ça qui est, mais vous savez, ils devraient dire ce que je viens de dire. Cette affaire n'ira pas loin, ne peut pas aller nulle part d'ailleurs, puisque la Russie n'est tout simplement pas partie prenante à cette affaire. D'ailleurs, la Russie n'est pas la seule, puisque c'est la même chose pour les États-Unis, la Chine, l'Inde, Israël, la Turquie, l'Iran, etc. Voilà, c'est ça que devraient dire. Mais pas du tout. Madame Colonna participe en fait de ce mensonge généralisé, de cette espèce de narratif mensonger dont le seul objectif en définitive, c'est de faire passer la Russie pour le grand loup-garou, que l'ensemble de la prétendue communauté internationale l'aurait dénoncé, ce pays et pas les autres, et donc de participer en fait à un montage, un mensonge. Or, tout le monde sait quand même qu'on ne peut jamais rien bâtir de solide et de durable sur ce bas monde, sur le mensonge. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. On retiendra quand même de cette affaire qu'il y a eu des observateurs de l'ONU qui se sont rendus sur place, donc en Ukraine, et qui ont, à la grande déception des observateurs ukrainiens et occidentaux qui en espéraient beaucoup, eh bien les observateurs de l'ONU ont conclu qu'il n'y avait pas eu crime de génocide. Alors déjà, ça mérite quand même d'être souligné, et que le crime de guerre qu'ils ont relevé, c'est le crime justement de ce que le journal Libération appelle des déportations d'enfants. Moi, le mot déportation me fait un petit peu... si c'est exact, c'est horrible, mais qui dit déportation, me semble-t-il, dans son acception, dit à la fois transfert forcé et incarcération. Est-ce qu'il s'agit exactement de ça? Et qu'est-ce que ça concerne? Est-ce qu'il y a énormément d'enfants? Pourquoi? Comment? Est-ce que c'est exact? Je ne sais pas. En attendant, ce que je note aussi, c'est que ces mots de déportation qui sont très chargés, très lourds de sens, doivent être utilisés avec beaucoup de prudence. De ce point de vue-là, je me rappelle une émission il n'y a pas très longtemps où participait l'inénarrable journaliste de Libération Jean Quatremer, qui expliquait que on n'en finirait jamais dans cette guerre en Ukraine tant que les territoires qui sont actuellement russes, la Crimée et les 4 républiques du Donbass ne seraient pas restitués à l'Ukraine. Et comme on lui faisait remarquer qu'il y avait dans ces territoires des russophones, des russophiles, et que les gens étaient de façon écrasante favorables à la Russie, eh bien, le journaliste de Libération a proposé, c'était sur CNews ou BFM TV il y a quelques semaines, a proposé tout simplement qu'on organise la déportation de centaines de milliers de personnes qui devraient être dégagées. Déplacer des populations aujourd'hui, ça prend une toute autre signification. C'est ce qui risque de se passer et ça risque d'être douloureux parce que là, c'est 10% de la population de la Crimée qui risque d'être déportée vers la Russie. Je ne dirais pas déportée, là, en l'occurrence. Oui, mais si, parce qu'on va leur dire de partir. Oui, les Russes sont aujourd'hui en train de déporter une partie des Ukrainiens. Oui, mais la Russie n'est pas un État démocratique. Voilà. Heureusement, j'espère quand même qu'on n'atteindra jamais ce niveau de délire de ce conflit en Ukraine. Voilà. J'espère que ça va vous intéresser, que ça va vous donner à réfléchir et surtout à bien comprendre que le droit international, c'est une discipline rigoureuse, comme l'est le droit, qui ne se contente pas d'à peu près.